France Info et France 24 présentent Bonjour, à peine la Russie a-t-elle proclamé la prise de Barmout, voilà qu'elle fait face à des démentis et surtout à une offensive sur son sol. En s'en prenant à la région frontalière de Belgorod, côté russe, des groupes armés ralliés à Kiev portent pour la première fois les affrontements sur le territoire de Vladimir Poutine. De quoi aggraver la répression côté russe et déstabiliser Moscou. Pour nous répondre, aujourd'hui, la juriste russe réfugiée ici en France, Nadejda Koutepova, représentante de l'ONG Russie Liberté. Mais d'abord, retour en images sur les affrontements des derniers jours. Ils ont conduit le gouverneur de la région de Belgorod de proclamer l'état d'urgence antiterroriste. Images. Des forces russes qui ripostent sur leur propre territoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la région de Belgorod, près de la frontière, des civils pris de panique quittent leur domicile. Une opération antiterroriste est décrétée en Russie. Une incursion inédite est alors en cours sur son territoire. La frontière est ouverte et grand-père Poutine dort pour toujours. Deux groupes armés aux couleurs ukrainiennes revendiquent cette attaque. Ils sont tous les deux russes, mais combattent pour l'Ukraine. Nous sommes russes comme vous et nous sommes des gens comme vous. Nous voulons que nos enfants grandissent en paix et libres. L'un affiche une idéologie libérale et démocratique, l'autre se rapproche d'une mouvance ultranationaliste. Le corps des volontaires russes, lui, est pour majorité composé de Russes qui appartiennent en fait à la frange radicale de l'extrême droite. L'opération antiterroriste a pris fin dans la soirée. Le Kremlin affirme que cette attaque aurait fait 13 blessés et un mort parmi les civils. Nadejda Koutepova, ces images, c'est un choc pour les Russes dont vous êtes. C'est une menace sur leur sol. Pour la première fois, ils se sentent plus vulnérables? Et tout d'abord, c'est déjà deuxième fois comme ce type d'attaque est venu sur la terre russe. Je ne pense pas que c'est un choc parce qu'en totalité, les Russes sont... Ils pensent déjà qu'il peut être touché, même dans la région de Belgorod. Mais dans cette mesure dans laquelle cette attaque a fait, dans sa brutalité, dans la quantité de terres qui ont été envahies, c'est une mauvaise surprise, je dirais comme ça. Ces incursions sont le fait de deux groupes armés de dissidents russes, dont l'un dirigé par le suprématiste d'extrême droite Nikitin. On l'a vu, ce corps des volontaires russes. En quoi ces groupes sont hostiles à Poutine ? Écoutez, c'est un moment dans l'histoire où certains groupes qui étaient opposants l'un contre l'autre dans la vie paisible se réunissent contre l'ennemi commun. Ça ne veut dire pas que les buts après la victoire de l'Ukraine vont le même, mais je pense que pour le moment, ils ne sont pas d'accord que la Russie a envahi l'autre État, que la Russie a agressé, et c'est pourquoi Poutine, c'est un ennemi commun pour eux aujourd'hui. Y compris chez d'authentiques nationalistes russes, ils ne supportent pas l'invasion de l'Ukraine. Y compris parce que, vous savez, dans notre histoire, on a eu beaucoup de moments où les gens se réunissent pour un but commun. Même on a un proverbe russe qui dit on fait amitié contre qui aujourd'hui. Et c'est le type de relation de maintenant. Un risque, en tout cas, que ces agressions ne servent de prétexte à un nouveau durcissement du Kremlin. On réprime tous ceux qui sont susceptibles de nuire à l'effort de guerre, Florence Thiel. Oui, dans le pays, pour museler un peu plus les voix dissidentes, l'arsenal législatif a été renforcé. Regardez, la haute trahison était punie jusqu'en avril dernier de 20 ans d'emprisonnement. Eh bien, aujourd'hui, c'est la perpétuité. Alors, cette répression, elle vise tout le monde, que ce soit des anonymes, des journalistes, y compris des journalistes étrangers, mais aussi des artistes ou encore des ONG. Le 19 mai dernier, la justice russe a déclaré indésirable l'ONG Greenpeace, rendant ainsi impossible toutes les activités de l'association écologiste sur son sol. La répression s'intensifie aussi contre ceux qui sont perçus comme des ennemis de l'étranger.
Oui, ces derniers jours, la Russie a publié une liste noire de 500 Américains interdits d'entrer en Russie. Y figure par exemple l'ancien président Barack Obama, mais aussi des présentateurs de plusieurs chaînes de télévision américaines ou encore des membres du Congrès. Autre cible symbolique, c'est cet homme, Karim Khan, c'est le procureur de la Cour pénale internationale. Son nom à lui figure sur une autre liste, la liste des personnes recherchées en Russie. C'est une manière en fait pour Vladimir Poutine de dire qu'il ne reconnaît pas la CPI. Il faut dire qu'il y a 2 mois, l'institution a lancé un mandat d'arrêt contre le chef du Kremlin, l'accusant de crimes de guerre en Ukraine. Merci Florence Thiel. Le pouvoir, Nadejda Koutepova, n'hésite pas à qualifier d'agent de l'étranger toute personnalité ou organisation perçue comme hostile à ses intérêts aujourd'hui. Oui, parce que vous savez que ce terme agent étranger a été repris par Poutine à propos d'époque de Staline, parce que la plupart des gens qui ont été accusés, posés dans les prisons, ils étaient agents étrangers. C'est pourquoi ça existait dans la mentalité russe et c'est pourquoi c'était très facile à expliquer aux partisans de Poutine si l'agent étranger existe, qui travaille contre l'État. Par exemple, mon ONG qui s'occupait aussi de droits de victimes écologiques nucléaires. Russie Liberté Non, c'était la précédente. Oui, c'est ma précédente ONG, Planète d'Espoir, travaillait en région de Tchelabinsk, était reconnue comme un agent étranger. J'étais accusée de trahison d'État pour mon activité d'avocat. Et aujourd'hui, les représailles, ils touchent toute la société. Même, vous n'avez pas nommé des scientifiques. Chaque jour, service secret russe arrête n'importe quel scientifique, n'importe quelle région de la Russie pour juste communication pendant la conférence scientifique. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Tout d'abord, parce que Poutine, son régime et son équipe, parce que beaucoup des gouverneurs de la région de la Russie est grande, ne veut pas aucune voix contre eux dans n'importe quelle question. Et en plus, ce système est devenu déjà comme un ogre. Il doit se nourrir par des ennemis, parce que si des ennemis n'existaient pas, ce système peut être détruit. Pardonnez-moi, Nadejda Koutepova, mais un simple père de famille, par exemple, se retrouve aujourd'hui condamné à 2 ans de prison pour un simple dessin de sa fille hostile à la guerre. Et on entend tous les jours un certain Evgeny Prigojine, lui, pouvoir taper à bras raccourcis sur les plus hauts dignitaires de l'armée et même du gouvernement en toute impunité. Comment vous l'expliquez? Mais parce que Prigojine, c'est évident pour moi, comme Russe, qui est grandissé en Russie, il joue sa propre jeu, il est en lien avec Kremlin, il a reçu cette carte blanche. Faire ce qu'il fait. Et à notre avis, l'avis d'opposition russe, pourquoi? Parce qu'il doit être le numéro 2 dans le scrutin pour les élections à venir. Et c'est pourquoi maintenant il se pose comme un opposant. Mais en vrai dire, si il y aura un vrai ennemi d'État, ces actifs économiques vont toucher immédiatement en Russie. Donc Prigojine est un opposant suscité sous contrôle de Poutine, c'est ce que vous pensez, qui lui permet donc aujourd'hui d'avoir cette liberté de ton et d'incarner une forme d'alternative au sein du pouvoir. Ce n'est pas le cas de tous les autres. Alors je citais ce père de famille, c'est vrai que ça semble incroyable. Sa fille fait un simple dessin, lui il écope de 2 ans de prison. Il y a beaucoup de citoyens dans ce cas-là? Oui, parce que cette moyen a profité l'activité des enfants, des adolescents contre le régime en tant que dessiner ou manifester, organiser quelque chose, a été utilisé et toujours utilisé par le régime Poutine pour punir des parents. Parce que vous savez, les enfants, ils sont plus sincères, je dirais, ils voient la vérité et parfois ils veulent s'exprimer par manière très simple. Et cet acte punir cette père a aussi un signal indirect aux parents russes. Attention, avec les enfants, il ne faut pas qu'ils fassent des bêtises devant la société. Alors cette répression, elle touche évidemment, on l'a dit, les journalistes, et notamment notre confrère du Wall Street Journal, l'américain Evan Gershkovich, accusé d'espionnage et qui vient de voir sa détention prolongée jusqu'au 30 août. Comme l'ancien marine, Paul Whelan, ou la basketteuse Brittney Griner avant eux,
ce sont des otages de la Russie. Il y a une diplomatie des otages, comme par exemple l'Iran en pratique régulièrement. Oui, cette diplomatie des otages, c'est aussi une maladie héritière de l'Union soviétique. On a changé toujours des partisans de l'Union soviétique avec des dissidents russes comme Bukovski et Louis Korvalin à l'Union soviétique. Et maintenant, je pense que la Russie de Poutine, elle cherche marché des otages sur qui changer Ivan Gorshkovich, parce que c'est évident pour nous qu'il faisait aucun espionnage, c'est juste qu'il faisait bien son travail de journaliste. Ici même à Paris, des opposants russes en exil, dont vous d'ailleurs, vous êtes réunis autour de Mikhail Khodorkovsky pour tenter d'unir vos forces et condamner la guerre. C'est un réel poids, ça, honnêtement. Mais tout d'abord, nous n'avons pas se réunis autour de Khodorkovsky. C'est juste Khodorkovsky qui est un personnage plus connu parmi les Russes. Et il a supporté financièrement cette réunion parce que les Russes qui s'exilaient, ils n'ont pas beaucoup de ressources à organiser des grands événements comme celle-ci. Mais c'est vrai que c'était deuxième essai. Première, c'était il y a un mois à Berlin. Reconnaître, se connaître, je dirais, se parler, s'exprimer, parce que vous savez que dans la société russe, elle est très différente. Il y a des politiciens qui prétendent au pouvoir, entrer au pouvoir. Il y a des défenseurs des droits de l'homme, défenseurs comme moi, par exemple. Il y a des artistes, des activistes. Et c'est parfois très difficile à trouver les liens, les points communs. Mais nous devons travailler ensemble, en tout cas. Et ce qui était bien, qu'on a souligné notre position commune sur certaines questions. Par exemple, à propos de l'aide militaire de l'Occidentaux pour l'Ukraine. En tout cas, c'est un fait. Malgré ces pressions, malgré ces chantages au gaz et au pétrole, Vladimir Poutine n'a pas réussi à diviser l'Europe, Alix Le Bourdon. Effectivement, Raphaël, les discussions sur les sanctions contre la Russie ont certes été de plus en plus difficiles au fur et à mesure que les paquets ont été adoptés depuis plus d'un an. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, l'a lui-même admis il y a quelques semaines. Il n'en reste pas moins que l'unité des 27 a plutôt tenu le choc face à l'invasion russe. Et c'est d'autant plus remarquable que l'on parle de mesures pour la plupart radicales comme l'interdiction d'importer du pétrole russe. Alors, il y a bien eu des tensions autour de la discussion sur la livraison de chars par l'Allemagne. Il y a aussi le cas de la Hongrie de Viktor Orban, connu pour sa proximité avec Vladimir Poutine. Mais globalement, l'espoir du président russe de voir cette unité européenne se lézarder semble déçu. L'Alliance atlantique est même revigorée depuis le début de la guerre en Ukraine. À noter toutefois les récentes discussions houleuses sur la question agricole. Fin avril, les 27 ont prolongé la levée des mesures douanières pour les céréales ukrainiennes. Mais 5 pays de l'Est de l'Union européenne disposent de mesures de sauvegarde pour protéger leur propre marché. Et aujourd'hui, Nadejda Koutepova, le poids des sanctions, on disait longtemps, la Russie finalement, elle profite presque de la hausse des cours du gaz et du pétrole. Ces sanctions, elles se font sentir. Gazprom, il a vu ses bénéfices chuter de 40% l'année dernière. Alors, bien sûr, les sanctions, ça fonctionne. Et si le pouvoir russe dit que ça ne fonctionne pas, c'est exactement, ça signifie contraire. Mais bien sûr, je ne suis pas économiste, je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne. J'écoute toujours des experts russes, par exemple Sergei Gouriev, qui est provost de l'université Sciences Po, qui a dit que le fonction sur le niveau haut fonctionne bien. Par contre, sur le niveau ordinaire dans la province russe, parce que je viens de la province très profonde, Tchelabinsk, c'est 2 km de Moscou, les gens déjà sentent cela parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments, les prix sont augmentés et il y a certains petits signes qui montrent cela. Et en plus, sur le niveau de travail, ça veut dire que les gens qui travaillent aux entreprises, ils voient cela, mais ils ne reconnaissent pas parce que c'est contre-propagande russe, bien sûr. Vous l'évoquiez en tout cas tout à l'heure, les artistes aussi sont sous pression à tel point que nombre d'entre eux préfèrent choisir la voie de l'exil au risque de l'emprisonnement. Parmi eux, le groupe d'électropop Little Big, parti aux États-Unis à l'été dernier. Une annonce accompagnée d'un clip, cette chanson intitulée Generation Cancellation, un manifeste contre la propagande de l'État russe.
Le Monde dans tous ses états continue dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états, la Russie qui paye au prix fort le coup de cette guerre qu'elle a déclenchée. On continue d'en parler avec vous, Nadejda Koutepova. Et comment ne pas évoquer, bien sûr, Barmout. Quoi qu'il arrive, désormais, le nom de cette ville restera comme la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de cette offensive russe. Bien que Moscou et le groupe Wagner assurent désormais contrôler cette cité, la situation reste loin d'être stabilisée, notamment aux abords où les troupes ukrainiennes mènent des contre-attaques. C'est un reportage pour France 24 de Johan Baudin, Catherine Norris-Trent, Dmitro Kovalchuk, Catalina Gomez-Angel et Ornest Aladzoun. Cette localité, il nous a été demandé de ne pas la nommer. Elle est à portée des roquettes russes. Les hauteurs nord-ouest de Bakhmout. Après des mois à reculer, à l'intérieur et aux alentours de la cité ravagée, la 57e brigade vient de mener sur ses flancs quelques percées. Pas de triomphalisme pour autant. L'étau s'est un peu desserré. 4 km² de regagnés, mais Bakhmout est quand même tombé. В смислі, не дати їм зробити цього. Ми взагалі вели той контрнаступ. Зайняли їхні позиції. Тепер, коли ми поїхали, вернулися назад, прицільно стріляють. Багато наших втрат. Це сюди прилітає до нас. А повернете Бахмут місто? Я не можу сказати такого. Я не знаю, чи я завтра виживу, ви мене питаєте, чи я верну Бахмут. Ces collines sont désormais en première ligne. Надо уходити, чи що звідси? Pour le commandement ukrainien, le retrait s'est déroulé de façon contrôlée. Ordre a été donné de prendre possession des positions en surplomb, de s'y retrancher et de pilonner sans relâche les lignes russes en contrebas. Nous avons accompli notre mission à Bakhmout. Nous avons concentré la puissance de feu de notre ennemi sur nos troupes. Alors est-ce que ça va être plus dur maintenant pour nous? Oui, mais nous n'allons pas abandonner. Nous détruisons maintenant l'artillerie ennemie et détruisons leur formation de combat et leur infanterie. Nous allons tenir la ligne autant que possible et essayer d'attaquer. Bakhmout sera comme un os coincé dans leur gorge. Nadejda Koutepova, en quoi le contrôle de Bakhmout est-il si déterminant pour les Russes? Et tout d'abord, je voudrais dire que ça m'a toujours fait grande douleur regarder cette ville totalement détruite, Bakhmout, parce que je suis issue de la ville de même taille, 70 ans, 1000 habitants. Ça veut dire que chacun connaît chacun. Pourquoi Bakhmout est important pour les Russes? Parce que tout d'abord, il est fait un peu de type de Stalingrad. Ça veut dire que nous ne cédons pas rien. Deuxièmement, les Russes, des partisans de Poutine, ils ne comprennent pas ni taille de cette ville, ni le situer quelque part à Donbass. Mais c'est un peu symbolique. Ça veut dire qu'on a serré des mouchoirs et on le tient. Même si on a laissé toutes les autres villes. Et c'est aussi pour ne pas faire beaucoup attention à des grandes villes qui ont été perdues. C'est un peu symbolique, vous comprenez? Oui. Mais en vrai dire, il n'y a pas un but significatif, sauf que le but de propagande. Qu'on est là, on est toujours là, c'est comme ça. On parle tout de même de 100 000 soldats morts ou blessés dans cette bataille. Il n'existe plus rien de Bakhmout aujourd'hui. Les Russes, un jour, paieront ou devront payer à la mesure des destructions occasionnées. Il y a une dette imprescriptible qui va au-delà de Vladimir Poutine envers l'Ukraine désormais. C'est exactement cette question-là qui doit être discutée par l'opposition de tout type russe maintenant, parce que nous pensons, en tant que Russie Liberté, que la Russie doit payer ses dettes jusqu'à la fin de cette dette. Ça veut dire que la Russie
doit payer n'importe quel régime qui va exister. Et c'est très important parce que la plupart des Russes maintenant, ce ne sont pas ni fautifs ni coupables dans cette guerre. C'est toujours Vladimir Poutine et son équipe. Mais même moi, qui travaillais en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne me sens pas exonérée de cette dette. Et nous travaillerons ensemble pour ce que cette dette est devenue une vraie dette juridiquement et qu'elle doit être payée. En face, côté ukrainien, on est forcément affecté, on l'imagine, par ces mois de combat. Où en est le moral des troupes? Maryse Burgot, envoyée spéciale de France Télévisions à Kiev, vous revenez justement de Bakhmout. Parler du moral des soldats ukrainiens, c'est toujours une chose assez compliquée parce qu'ils ont appris devant les médias à afficher leur combativité et leur optimisme. Mais c'est vrai que ceux que nous avons vus revenir, par exemple, du front sanglant de Bakhmout ont eu beaucoup de mal à nous cacher leur épuisement. Mais, de manière générale, ces soldats affichent une certaine confiance avec la prochaine grande offensive à venir. En gros, ils nous disent tous: on y va, on tente d'en finir au plus vite et on rentre au plus vite dans nos familles. Alors bien sûr, personne, pas plus les commandants que les généraux, que les soldats avec qui nous avons parlé, n'a la moindre idée de quand aura lieu cette fameuse grande offensive. Mais ils voient comme nous les signes de la préparation et cela booste leur morale. Par exemple, l'incursion qui a eu lieu cette semaine en territoire russe dans la région de Belgorod est un signe. Elle oblige Moscou à fixer ses troupes dans cette région, ce qui permet aux Ukrainiens de préparer plus tranquillement leur grande offensive ailleurs. Nadejda Koutepova, quels pourraient être, d'après vous, les objectifs des Ukrainiens dans leur contre-offensive qu'ils annoncent depuis des mois? Mais écoutez, le but général, bien sûr, c'est faire rentrer son territoire en totalité, y compris la Crimée, parce que nous, comme opposition russe, nous répétons toujours que la Crimée, c'est l'Ukraine, et Donbass, c'est l'Ukraine. Mais bien sûr qu'ils vont avancer au fur et à mesure, selon des forces qu'ils ont. Nous ne pouvons pas demander plus que les gens peuvent faire. Il y a aussi cet accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou a accepté de le prolonger, mais le correspondant de France 24 en Ukraine, Gulliver Krag, nous disait les Russes continuent d'entraver le passage des navires vers le port d'Odessa. Il y a un moyen de les contraindre juridiquement même à honorer cet engagement? Je pense que c'est plus la question diplomatique parce que je ne pense pas qu'il y a des outils vraiment juridiques qui peuvent forcer la Russie. Il faut utiliser des mécanismes qui peuvent inciter la Russie à faire cet accord parce que l'image de la Russie devant des pays, par exemple l'Africain, qui peut souffrir de famine en cas si le blé ukrainien est entravé, peut être empiré. Ça veut dire que dégradé. Et il faut jouer sur cela, je pense. On évoquait à l'instant, alors il y a Odessa, le sud du pays, bien sûr, on évoquait les buts de guerre éventuels des Ukrainiens en cas de contre-offensive. Vous pensez que la Crimée, aujourd'hui, c'est un but de guerre possible pour les Ukrainiens? Et comment réagiraient les Russes, dont on sait que beaucoup ont un véritable attachement à la Crimée, qui date évidemment d'avant Khrouchtchev? Et écoutez, je ne pense pas que nous devons prendre en compte ce que les Russes pensaient de la Crimée, parce que vous savez que dans les années précédentes, la propagande jouait toujours sur la Crimée comme il voulait. Par exemple, vous vous souvenez cette histoire que Poutine s'est rencontré avec le chef de la Cour constitutionnelle et il a montré la carte, ancienne carte française où il n'y avait pas. Mais la Crimée était à Tatar. Nous devons penser dans le terme de droit et de la frontière de l'année 91 et tous les Russes doivent apprécier les normes des frontières qui ont été acceptées sur le niveau international. En tout cas, la France, elle avait senti très tôt le danger posé par la Russie de Vladimir Poutine. Dès 2014, François Hollande, alors président, annulait la vente des porte-hélicoptères Mistral, pourtant prévus à la Russie pour prix de son invasion de la Crimée. C'était à l'époque un reportage d'Hugo Clément pour France 2. Flambant neuf, prêt à rejoindre l'armée de Vladimir Poutine. À Saint-Nazaire, 400 marins russes étaient même arrivés en stage pour apprendre à l'utiliser. Le Vladivostok, ce navire de guerre de type Mistral, devait être livré à la Russie le mois prochain. Mais cet après-midi, François Hollande a décidé de suspendre la livraison. Le président de la République a constaté que malgré la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine, les conditions pour que la France autorise la livraison du premier Mistral ne sont pas réunies. La Russie avait commandé 2 navires de ce type à la France. Un contrat signé en 2011 entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine.
montant 1,2 milliard d'euros. On a été trop longtemps naïf envers Vladimir Poutine. On nous dit aujourd'hui préparer cette guerre finalement contre la Crimée et contre l'Ukraine, et contre l'Occident depuis même le début des années 2000. Vous y croyez, vous ? Mais écoutez, comme un pays démocratique agisse dans la bonne volonté, vous attendez les mêmes choses réciproquement. Ça veut dire que si vous pensez dans le bon terme, vous pensez que votre opponent aussi pense comme ça, mais c'était exagéré. Ça veut dire que, oui, vous êtes trompé, mais chacun a... Il y avait dans les discours de Vladimir Poutine, d'après vous, déjà perceptible cette méfiance, cette haine peut-être même de l'Occident ? Cette volonté d'en découdre? Vladimir Poutine a dit lui-même de lui qu'il n'y a pas des anciens agents de KGB, mais les anciens, l'école de KGB, il disait quoi pendant l'Union soviétique? Que tout le monde autour de la Russie, c'est nos ennemis, nous sommes la forteresse assiégée. Moi, j'ai entendu beaucoup pendant l'Union soviétique. Après, c'était Gorbatchev. Moi, je suis fille de l'époque de Gorbatchev. On a appris que le monde n'est pas méchant vers la Russie, mais dommage, c'est pas tout le monde qui a appris. Et Poutine, il a retourné cette page, il a appuyé par le même mécanisme et ça fonctionne bien. Mais bravo à M. Hollande qui était vraiment prévoyant de ne pas donner cette occasion. Justement, parce qu'au même moment que fut signé l'accord de Minsk 1, qui est d'ailleurs quasiment au même moment que cette affaire de vente finalement qui n'a pas eu lieu d'hélicoptères, de porte-hélicoptères Mistral, et bien fut signé dans la foulée Minsk 1, puis Minsk 2 qui gelait les positions d'alors dans le Donbass. Ce même François Hollande a admis récemment que cet accord avait permis à l'Ukraine de gagner du temps afin de se réarmer. Vous êtes d'accord avec cette interprétation? Je ne pense pas. Je pense que tout d'abord, à l'époque, tout le monde, comme j'avais déjà dit, a cru dans la bonne volonté. Il essayait de jouer sur le fil diplomatique. Mais c'est que les Occidentaux ne comprenaient pas, à mon avis, à l'époque, que c'était déjà décidé et tous les accords ont été violés selon la volonté des dirigeants de la Russie putinienne. Et vous n'étiez pas prête pour cela, parce que normalement, dans la société démocratique, c'est normal d'apprécier les normes de droit qui étaient signées, spécialement, c'est un accord international. Et c'est que Vladimir Poutine et son équipe a cassé, violé, c'est cette appréciation vers le droit international et les accords. C'est pourquoi je pense que un autre accord de type de Minsk 2 n'est pas efficace. Même je comprends... Pas efficace, mais est-ce qu'il a été signé d'une certaine manière de mauvaise foi des deux parties, la Russie n'ayant pas, loin de là, abandonné l'idée de conquérir l'Ukraine, l'Ukraine de son côté n'étant pas dupe et se réarmant dans l'intervalle. C'est ça l'interprétation finalement qu'en fait par exemple François Hollande aujourd'hui, semble-t-il. Vous êtes d'accord ? Non, parce que moi, en sachant la mentalité russe des milieux défavorisés, des bandits, vous savez qu'ils jouent avec la bonne volonté des bons gens, je dirais. Et les bons gens pensent toujours, d'accord, on cède quelque chose de petit, peut-être pour gagner le grand... Vous pensez qu'il y avait de la bonne foi aussi côté ukrainien, qu'on ne s'est pas dit, on n'est pas dupe des Russes? Non, pas du tout. C'était le bon côté, c'était compromis. Merci beaucoup Nadejda Koutepova d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Émission que vous pouvez retrouver comme chaque semaine sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.